Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par me présenter un petit peu très rapidement et ensuite on va parler de Conti, on va parler de leur palmarès, on va parler de leurs origines, on va parler du point de bascule en fait qui est survenu il y a un petit peu plus d'un an et qui n'a permis de lever le voile sur les coulisses d'une véritable PME qui, à travers le temps, a su se diversifier. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis donc cofondateur du MagIT. J'en suis rédacteur en chef depuis janvier 2020. Le MagIT est une publication IT B2B qui a été fondée donc début 2008 par une équipe d'anciens du monde informatique qui fait partie du groupe Tech Target depuis décembre 2012. Moi-même, je suis spécialisé en cybersécurité. Je suis un petit peu collectionneur de cyberattaques. J'ai suivi plus de 150 discussions entre victimes de ransomware et cybercriminels, dont près de 40 liées au groupe Conti. Tous les mois, je publie un bulletin météo ransomware avec l'aide des observations d'équipes de renseignement sur les menaces tierces, comme celle de Sequoia, celle d'Intrinsec. J'intègre aussi à cela les chiffres qui me sont fournis mensuellement par cybermalveillance.gouv.fr. Mes chiffres sortent du suivi des revendications des attaquants, mais aussi des revendications qui sont qualifiées, voire disqualifiées pour certaines, parce que parfois, les revendications sont tout simplement fantaisistes, sinon délibérément fausses. Je fais aussi en parallèle un suivi de l'actualité internationale en source ouverte pour découvrir de nouveaux cas de cyberattaques qui ne sont pas nécessairement revendiqués par les attaquants. Rien que ce travail, en fait, me permet de dire que on ne voit guère plus que 10% des cas connus, des cas de cyberattaque avec ransomware. Le Conti maintenant. Alors, on a compté quelque chose comme 848 victimes du groupe Conti. Cela ne représente donc qu'une petite partie. Ne sont généralement épinglées que celles qui ne payent pas. Et rien ne dit que toutes celles qui ne paient pas sont revendiquées. Et en outre, rien ne dit que certaines victimes ayant décidé de payer la rançon ne demandent pas, le cas échéant, à rester affichées, histoire de pouvoir lever les soupçons de paiement de rançon. En France, on connaît certaines victimes de Conti. On a eu les transports Phaton en avril 2021, Infovista à la même période, Exagrid comme un constructeur de systèmes de stockage en mai 2021, Assu 2000 en juin 2021, Inserm Transfer en juin 2021 également, ou encore l'éditeur de logiciels spécialisés métiers Solware en août 2021. Et ce ne sont là que quelques exemples donc. Alors derrière Conti, il y a en fait un groupe qui a été baptisé Wizard Spider par CrowdStrike, qui est l'opérateur de TrickBot, qui était initialement, qu'on connaît depuis 2016, qui est un logiciel malveillant spécialisé dans la collecte de données bancaires et le détournement d'identifiants de comptes bancaires. Le groupe s'est diversifié et est passé au ransomware avec notamment Ryuk, qui parmi ses victimes de renom Soprasteria. Et puis enfin, il s'est mis à la double extorsion, ce groupe, avec Conti. La double extorsion, c'est cette méthode qui consiste à voler des données avant de chiffrer des systèmes. On disposait donc de deux leviers d'extorsion. La menace de divulgation et ou de vente de données qui ont été volées, en plus d'une paralysie de l'activité. Le premier déploiement connu de Conti, c'est juin 2020. Pour autant, il a été possible de suivre les flux financiers à la suite de certains paiements de rançon. On a une adresse Bitcoin qui est utilisée par des membres du groupe Conti, dont la première activité remonte à décembre 2017. Ce suivi de certaines adresses Bitcoin et de certains flux financiers a permis d'estimer certaines activités. Par exemple, au mois de juin 2021, on peut estimer qu'il y a eu au moins 8 paiements de rançon pour au moins 8 millions de dollars collectés.
En août 2021, on a pu estimer qu'il y avait une petite dizaine de transactions, donc de rançons payées, pour un total de près de 2,6 millions de dollars. En septembre 2021, 15 transactions pour plus de 7 millions de dollars. En octobre 2021, leur butin s'est élevé à au moins 4,4 millions de dollars. Et en novembre 2021, à au moins 7,5 millions de dollars. Au Royaume-Uni, on a quelques éléments entre guillemets plus précis. Le groupe Conti-Riuc en lui-même a affecté près de 150 organisations outre-Manche et a volé un montant estimé de 27 millions de livres sterling. Voilà. On estime aussi qu'en 2021, le groupe a extorqué quelque chose comme 180 millions de dollars, globalement. Le groupe était extrêmement donc actif, prolifique, et sa réussite ne faisait malheureusement aucun doute. Mais il y a un point de bascule, c'est l'invasion de l'Ukraine, il y a un peu plus d'un an. Le groupe prend position en faveur de la Russie ouvertement. Mais manifestement, le groupe ne comportait pas que des membres russes, mais aussi des membres ukrainiens, que ce soit de véritables membres du groupe, donc de vrais cybercriminels, ou des infiltrés qui se contentaient d'espionner le groupe. Quoi qu'il en soit, survient très très vite en fait, dans les quelques jours qui suivent, une fuite massive, avec des mois de conversations internes au groupe, des captures d'écran de systèmes d'outillage qui sont utilisés par Conti, du code source de l'infrastructure. Et là, on parle d'infrastructure qui est utilisée pour le stockage de données volées, pour le maliciel Trickbot, pour l'outil Cobalt Strike et la gestion des balises pour pouvoir s'infiltrer dans les systèmes d'information des victimes, la gestion des négociations. Hazardloader, un autre malware de l'outillage, on a découvert que plus de 3700 systèmes étaient compromis à cette époque-là. Ça fait autant de victimes en puissance. Pour chaque autre compromis, on a découvert adresse IP interne et externe, nom de machine, nom de domaine Active Directory, etc. Mais ce n'est pas la seule fuite qui va survenir. En fait, début mars 2022, démarre un doxing. Donc, un doxing, c'est l'exposition de données personnelles identifiantes de près de 30 membres du gang. C'était plus de la moitié de ses effectifs de l'époque. On trouve là-dedans donc identité réelle, numéro de téléphone, type de téléphone, adresse IP, adresse postale, numéro de carte bancaire, photo. Début février dernier, donc 2023, les États-Unis et le Royaume-Uni annoncent des sanctions à l'encontre de 7 membres du groupe Conti qui confirment en fait les allégations qui avaient été faites un an plus tôt sur l'identité de ces membres. Et il y avait déjà eu une autre fuite avant qui montrait que le groupe souffrait de certaines tensions internes. C'était une fuite de documents de formation interne au groupe. Des documents qui suggéraient que les opérateurs du groupe Conti, ses leaders, cherchaient en fait à recruter et à former des profils juniors, en quelque sorte, probablement pour des questions de coût, mais aussi pour des questions d'extension en fait de la ressource humaine disponible pour conduire des cyberattaques et extorquer des organisations publiques comme privées. Et c'est là qu'on commence à entrevoir que l'on est véritablement confronté à une PME. Une PME qui s'est dotée d'un outillage étendu, qui n'hésite pas à investir, qui opère avec une ségrégation des tâches forte, qui est structurée en plusieurs divisions et qui a une organisation rigoureuse avec même ses processus RH. L'outillage donc est complet. On a littéralement un CRM, c'est-à-dire toute l'infrastructure qui va être utilisée pour gérer les discussions, les négociations, peut être apparentée à un système de gestion
de la relation client. Eux-mêmes, d'ailleurs, n'hésitent pas à parler de leurs victimes comme de clients. On a un système de gestion d'infrastructure IT complet, que ce soit pour les balises Cobalt Strike qui sont utilisées dans la conduite des cyberattaques, ou que ce soit pour le cheval de Troie d'accès initial système BC. Notre confrère Brian Krebs, américain, estime que Conti a même investi $60 000 pour acquérir une licence légitime de l'outil Cobalt Strike. On a une infrastructure réseau complète avec des serveurs VPN, des serveurs mandataires, etc. On a une plateforme de téléphonie sur IP qui est utilisée en fait pour faire pression sur les victimes qui ne prennent pas contact. On a une plateforme qui est là pour casser certains types courants de condensat, donc dont les HNTLM, mais aussi elle est utilisée pour les identifiants de domaine, les tickets Kerberos, les fichiers qui passent ou certains documents Office. Là, je présente juste un extrait d'une discussion où cette plateforme est évoquée. On a aussi de véritables efforts de recherche et développement, où on voit que début 2021, le groupe cherche à acquérir des licences de l'EDR Carbon Black, ne serait-ce que pour pouvoir apprendre à le contourner. On l'a vu aussi travailler à acquérir des équipements réseau avec des livraisons via l'Ukraine ou la Biélorussie. Le groupe a cherché à se développer sur d'autres plateformes, donc macOS notamment, en plus de Windows ou des environnements Linux ESXi. Et il a cherché à passer à Rust, etc. L'un des points sur lesquels il n'a pas exactement investi, ce sont les outils de déchiffrement. Là, je vous montre un exemple d'une discussion où la victime a payé et se plaint de ne pas avoir réussi à faire fonctionner proprement l'outil de déchiffrement. C'est un outil de déchiffrement qui est manuel, qui est complètement artisanal. En Irlande, où Conti avait paralysé le système informatique du système de santé, le HSE, l'armée a dû être appelée en renfort parce qu'il était nécessaire de déchiffrer manuellement et de nettoyer en profondeur 90 000 postes de travail. Et les outils de déchiffrement ne sont donc pas du tout conçus pour pouvoir supporter ce genre d'environnement et un usage industriel. L'organisation donc est fortement structurée. Là, ce que je vous montre en fait, ce sont des négociations, qui montrent que le groupe avait ces scripts entre guillemets de négociation par unité. L'un des exemples que vous voyez ici, This is Conti Locker Team, on le voit dans au moins 17 des discussions que j'ai pu suivre. L'autre exemple en bas, Hi there, this is Conti Team, on le retrouve dans 8 discussions. En fait, on découvre que dans une conversation de mi-juillet 2021, on découvre qu'il y a quelque chose comme 62 personnes dans les effectifs de Conti, il y a 23 personnes côté développement, 6 autres en rétro-ingénierie, 4 de plus pour le renseignement en source ouverte. Certains membres du gang sont plus que des affidés, on les voit venir demander un salaire chaque mois de 500 à 750 $ en bitcoin. Certains vont demander à prendre des congés. Et on va voir que cette organisation, donc ce sont les équipes qui sont chargées de mener les attaques, qui sont divisées en fait en plusieurs sous-groupes et qui vont évoluer avec le temps. C'est là que donc on a des processus opérationnels. Ça commence par une intrusion, d'accord ? Les cibles sont fournies aux attaquants après une phase de qualification. À côté de chaque nom de cible fournie, on va trouver le pays correspondant, le chiffre d'affaires annuel, l'adresse du site web. La
la reconnaissance va plus loin, avec une reconnaissance des systèmes qui sont exposés sur Internet, avec des moteurs de recherche spécialisés comme Shodan ou encore le français ONIF. Mais il va aussi y avoir une recherche d'employés, de l'organisation interne, des effectifs dédiés au système d'information. Il s'agit aussi d'obtenir des coordonnées qui vont permettre d'appeler directement des membres de l'organisation, des collaborateurs, afin de mieux faire pression après déclenchement du rançongiciel. Et les attaquants vont prendre leur temps. Là, on voit une discussion en juillet 2021 pour la préparation d'un rapport comme ça d'enquête en source ouverte sur l'américain Raytheon. Mais ce rapport ne va être distribué en définitive qu'en octobre 2021. Donc, on parle de 3 mois quand même. Donc, le groupe prend son temps. Il n'est pas pressé. Et en fait, très vite, commence à s'engager une diversification. Alors, on a des rapports entre des infusions, en fait, de certains membres du groupe dans d'autres franchises, comme Hive, comme Avos. Et on a la création de nouvelles enseignes, littéralement. Karakurt, on sait depuis longtemps qu'il est lié à Conti. Black Bastard, on sait qu'il est lié à Conti. En fait, Karakurt, lui, que la simple extorsion, donc simplement le vol de données, avec menace de revente ou divulgation, mais sans chiffrement. Et on a donc une partie des divisions de Conti qui a migré chez Black Byte, une autre chez Black Bastard. On a un groupe qui est parti du côté de chez Silent Ransom et chez Quantum. Et là, j'ai une pensée pour Vitaly Kremets, qui était le fondateur d'Advintel, qui est disparu à la fin de l'année dernière et auquel on doit énormément une grosse part de la connaissance sur le groupe Conti, bien avant que les fuites ne surviennent. Une grande partie des équipes est partie chez Red Sense. Alors, on a quand même un groupe qui est particulier, c'est Royal. Royal, c'est le groupe qui a frappé Lille, notamment. C'est le successeur de Xeon. Xeon exploitait en fait le ransomware de Black Cat avant de passer à son propre maliciel de chiffrement dédié, déposant des notes de rançon rappelant celles de Conti. Et pour Yelisey Boslavinsky, un ancien d'Advintel, donc, Royal joue un rôle extrêmement important dans le milieu cybercriminel russophone. Il compterait aujourd'hui une 50aine de membres actifs organisés en 5 divisions opérationnelles. Et selon Trend Micro, Royal fonctionne comme un groupe fermé actuellement et sans affiliés. Donc, c'est potentiellement là que l'on retrouve le côté PME de la cybercriminalité. Et accessoirement, j'évoquais juste avant les infusions des anciens Conti auprès de certaines autres franchises, notamment de Hive. On vient d'avoir une illustration extrêmement intéressante. C'est la revendication d'une cyberattaque contre Alvaria du côté de Royal hier. Et en fait, une attaque contre Alvaria a été revendiquée du côté de Hive le 21 décembre. Et cette revendication mentionnait un chiffrement survenu 1 mois plus tôt. Pour conclure, je voudrais donc vous laisser partir avec quelques éléments qui me paraissent importants de retenir. C'est que, 1, les Conti sont toujours actifs. Ils sont extrêmement méthodiques. Ils ne sont pas infaillibles. Ils font des erreurs, notamment de ce qu'on appelle d'obsèques de sécurité opérationnelle, qui permettent de les suivre de près. Donc, ils sont suivis de près. Et leur méthode, leur mode opératoire souligne l'importance de ne pas se concentrer sur le ransomware. Il faut arrêter ne pensez pas au ransomware, pensez à ce qui se passe avant. En dernier recours, avant la détonation de la charge de chiffrement, ça va être l'exfiltration de données. On le voit, quelqu'un comme Karakurt ne s'intéresse pas à chiffrer. Ils vont simplement voler des données. Et ce vol de données peut déjà être préjudiciable et suffisant pour faire pression sur la victime. Et puis, on voit aussi qu'il y a
plein de victimes potentielles en devenir qui ont été compromises, chez lesquelles il y a déjà eu une intrusion, mais elles ne le savent pas, elles ne s'en rendent pas compte, et des mois plus tard, ça peut déboucher sur une cyberattaque qui fait vraiment des dégâts. Donc c'est sur tout ce qui se passe avant la détonation du ransomware qu'il est important de concentrer son attention. Voilà, j'ai fini. Eh bien, merci. Vous m'entendez ? Oui, merci à tous. Merci à Valérie.